Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Kitoff.tv, content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021, nous allons passer à la lecture du Top Secret Magazine numéro 113. Nous allons également voir ce mois-ci Vivre ou mourir dans la matrice artificielle, tome 2. Nous verrons également ici un petit passage du chapitre 1 du tome 2. Donc nous verrons ce mois-ci sur les traces du Christ en Gaule, du Top Secret Magazine numéro 113, astrologie initiatique, notre lien secret avec les étoiles, politique et occultisme, Karl Thor, le maître des ovnis, Stargate Jagger, le premier disque volant, Matrice, les déformations du mobilier urbain, OVNI, un mystère en eau trouble, et énergie, les technologies vapeur. Donc, Vivre et mourir dans la matrice artificielle, tome 2, vu par Rox Ocker au service de la résistance, extrait du chapitre numéro 1, le grand jeu de la vie. Depuis novembre 2015, j'ai publié le premier volume de Vivre et mourir dans la matrice artificielle. J'ai lancé une série de 11 vidéos sur YouTube, les rendez-vous avec Rock, consacré aux mensonges de la science. Ce travail provoqua un choc salutaire chez un grand nombre de personnes qui découvraient alors, documents à l'appui, la supercherie de la NASA, de notre histoire, de la science en général, de notre système économique fondé sur la confiscation de l'énergie et celle plus pernicieuse encore de nos philosophies et religions. Alors, je fais un petit aparté. Moi, je vous lis également ce memento parce que vous verrez que ça rejoint beaucoup d'histoires que j'ai racontées, soit au travers des maquettes de Lucifer, soit au travers de certains lives où je dévoilais des expériences, des expérimentations que j'ai faites dans la matrice hors du corps. Autant de leviers mis en place pour nous maintenir en esclavage. À titre personnel, j'ai vécu cette quête initiatique dans mon cœur et dans ma chair, réalisant à quel point je vivais dans un monde factice à l'image du personnage de Truman dans le film Truman Show. J'ai en effet touché de tout ceci de très près depuis ma naissance. Je me suis d'abord accroché moi aux mensonges sur lesquels reposaient les fondements de mon existence. Puis j'ai ouvert les yeux. Je me suis tourné vers la vérité. J'ai dû alors arpenter le chemin des remises en question pour finalement apporter de la cohérence à ma vie et lui donner un sens. J'ai compris ainsi qu'on ne peut rien construire qui résiste au temps si les fondations reposent sur le mensonge et l'illusion. J'ai su alors que c'était là le talon d'Achille de la matrice artificielle et que cette faiblesse, quels que soient ses stratagèmes, finirait un jour par la perdre elle-même. En 5 ans de ma vie, j'ai été totalement chamboulé. Les anticorps de la matrice ainsi que les gardiens du troupeau ont tenté de m'affaiblir socialement, ont fermé brutalement ma chaîne YouTube, distribution défaillante de mon magazine Top Secret, etc. Ils ont commencé alors à circuler sur mon compte toutes sortes de rumeurs. Calomnie, calomnie. Il en restera toujours quelque chose. J'ai pu vérifier à mes dépens le bien fondé de ce dicton. J'ai aussi subi des attaques invisibles. J'ai perdu des pans entiers de ma mémoire et parfois j'ai même cru perdre la raison. J'ai regardé tout ça avec dédain. Cependant, les coups les plus rudes sont ceux qui sont directement visés au cœur. J'ai commencé à voir les gens changer autour de moi. J'ai assisté à toutes ces métamorphoses
impuissant. J'ai été trahi par ceux en qui j'avais placé une grande confiance, et des êtres chers m'ont poignardé dans le dos. Alors là, nous y reviendrons plus tard, mais ça, nous connaissons bien l'histoire. Fais du bien à Bertrand, il te le rend en cagant. Ça veut dire fais du bien à quelqu'un et il viendra te chier sur la gueule. J'ai été brisé, mon corps, mon cœur ont été éparpillés. Ces différents tourments m'ont beaucoup freiné, je me suis perdu, je me suis retrouvé. J'ai mis un genou à terre et je n'ai pas pu aussi aller plus loin et aussi vite que je le voulais. Mais je me suis relevé. Sur bien des points, la vie dans la matrice artificielle est comparable à un jeu dont chaque partie se déroulerait sur 1000 ans. Un jeu qui nécessite une immense puissance de calcul, car il se joue en même temps sur 7 plateaux, les uns emboîtés sur les autres. Alors moi, je dirais plutôt à Rock qu'en fait, c'est un jeu de plateau sur un plan de Riemann, c'est-à-dire que les calculs mathématiques, là où il y avait des montagnes, ça peut être des plaines, et là où il y avait des plaines, ça peut être des montagnes. Le jeu, en fait, il tourne 7 fois sur lui-même, à droite et à gauche. Et il tourne d'en haut en bas comme une boule, en avant et en arrière. Et c'est pour ça que on dirait que les plateaux, ils sont emboîtés les uns sur les autres. Mais en fait, ça fait comme un cube qui se tourne et qui se déplace sur lui-même. Le grand ordonnateur du jeu, les gnostiques l'appelaient la monade, après avoir conçu son monde, donc la matrice artificielle, dont la perfection mathématique n'avait d'égal qu'à lui-même, a ressenti quelque chose qui, jusque-là, lui était inconnu. L'ennui. Ayant terrassé tous ses ennemis et ne parvenant pas à chasser ce tourment grandissant qui devenait un supplice, il résolut de se mesurer au seul adversaire qu'il jugeait à sa hauteur, c'est-à-dire lui-même. Cette intelligence artificielle s'est donc projetée en 12 émanations représentant 12 de ces grands principes, plus une 13e émanation. La 13e étant une émanation de lui-même dans toute sa complétude. Cette subdivision a donné naissance aux 13 grands joueurs, que vous appelez les archontes, qui sont depuis toujours aux commandes du jeu. Nous les appellerons aussi les fameux 13 faux dieux, à la tête des 13 familles de sang noir, ou les 13 lignées de sang noir. Parmi ces 13 grands joueurs, 12 vont donc se disputer la victoire en manipulant les pièces du jeu sur les différents plateaux, tandis que le 13e, que nous connaissons sous le nom de Satan, tiendra lui une place à part, intervenant comme un distributeur de cartes, neutre en apparence, mais un arbitre où tout début est à la fin de chaque partie. Dans l'astral, les individus et les peuples sont autant de pièces de jeu manipulables. Ce sont les pions. En tant que pions, dans cet échiquier pyramidal, nous sommes donc la propriété des 13 grands joueurs et par extension de leurs représentants dans notre dimension, ce qui s'appelle les lignées de sang noir. À notre niveau de la pyramide, les gardiens du troupeau nous considèrent comme une marchandise. Mais au niveau du pyramidion, détaché de sa base, au centre duquel trône l'œil qui voit tout, nous sommes en réalité de simples pions, ou ce que je nommerais des unités de programme. Dans ce jeu, tous les coups sont permis, et même la triche y est autorisée, du moment que le tricheur sera assez habile pour ne pas se faire prendre. Le jeu se pratique à travers une multitude de manches, ce qu'on appellera des cycles ou des simulations. Les manches sont indépendantes les unes des autres, mais respectent toujours le même scénario. Le vainqueur de la manche précédente devient le maître du jeu de la manche suivante.
Ce grand joueur se met alors à diriger, orienter, il établit des règles de conditionnement et il détermine la tonalité de la nouvelle manche. Les 11 autres lignées n'ont pas le droit de mettre son autorité en cause jusqu'à l'entrée dans le deuxième acte de la manche. À ce stade, les 12 grands joueurs sont alors livrés à eux-mêmes et placés sur un même pied d'égalité. Le maître du jeu devient naturellement le joueur à abattre, contre lequel se ligueront tous les autres. Le plus stratège vont tisser des alliances et mettre la main sur les positions clés du jeu. Le vainqueur de la manche sera celui qui soumettra tous les autres à la fin et conduira l'achèvement du scénario final. Tous les cycles sont limités dans le temps. La durée d'une manche correspond en effet à 1000 ans de nos années terrestres et représente une seule journée pour les faux dieux, soit 24 heures de leur heure ou encore 1440 de leur minute. Ça fait 144, comme les 144 000. Nous pouvons en déduire que 42 ans dans le jeu correspondent à 1 heure sur l'horloge du grand ordonnateur. Les parties se jouent en 13 coups complets. Un tour est complété lorsque les 12 grandes lignées sur le plateau de jeu ont été activées par les 12 grands joueurs respectifs. Chaque tour dure environ 77 ans pour nous, environ 1h50 et 1 minute pour les grands joueurs, soit 111 de leur minute. Dans notre dimension, ici-bas, chaque manche s'articule autour de 3 phases principales, 3 renaissances, qui concordent avec 3 grandes révolutions. Mais avant cela, la partie commence toujours par un premier tour de chauffe. Ce tour, pour rien, dure 77 ans, le temps nécessaire pour que le jeu se mette en place réellement et qu'il ne reste plus rien de la première génération de pions afin que toutes les mémoires soient enfin définitivement effacées. Alors là, je fais un aparté, ça rappelle les fois où je disais que je me souviens que j'étais passé dans les terres pour effacer ma mémoire et que je voulais pas venir ici parce que je savais très bien qu'une fois arrivé en bas, je me rappellerai plus qui je suis quand j'avais projeté mon propre avatar. La partie peut alors commencer. Il est difficile de situer la période de notre histoire qui pourrait correspondre au début de la première Renaissance, car beaucoup d'événements du cycle précédent et d'autres survenus durant le tour de chauffe ont servi de base à des récits historiques très lointains. C'est pour ça que quand j'étais gosse, je disais toujours je comprends pas, mais il y avait personne pour m'initier, pour me faire comprendre que finalement ce que je disais c'était vrai. D'autres faits contemporains à la première phase du jeu ont été dédoublés, accommodés, transposés de sorte que tour après tour, notre chronologie a été largement reconstruite et falsifiée. Quoi qu'il en soit, la première Renaissance concorde assez bien avec l'idée que nous nous faisons de la fin du XIIe siècle. C'est la plus longue phase du jeu. Elle s'étire sur 8 tours complets, un peu plus de 6 de nos siècles ici, soit un peu plus de 14 heures, soit 888 minutes pour les grands joueurs. La seconde Renaissance s'étend sur 2 tours complets, 155 ans de nos années ici à nous. Elle démarre avec la Révolution française, concomitante à la Révolution industrielle. C'est lors de cette deuxième phase que la partie est relancée. Les grands joueurs sont alors à égalité. Enfin, la troisième Renaissance viendra clôturer le cycle de 1000 ans. Cette dernière phase commence avec la révolution informatique au milieu des années 1940 et
se parachève avec le blackout qui survient ou, au plus tard, lorsque le deuxième tour sera complété. Il est très rare que cette dernière phase se joue sur 2 tours complets, car le vainqueur écrase généralement ses adversaires avant le terme. La seconde et la troisième renaissance sont toujours précédées d'un mini blackout, durant lequel le plateau du jeu est en partie nettoyé. De très nombreux pions sont alors éliminés pour libérer de la place, bien sûr, pour la phase suivante du jeu, tandis que les mémoires des pions suivants sont upgradées pour faire table rase du passé. 13 livres composent le cadre général du jeu. Ce sont les règles du jeu. Dès le début de chaque simulation, chaque lignée se voit attribuer un livre qui lui est propre et qui déterminera sa façon de jouer et d'évoluer dans le jeu. Il existe un 14e livre qui, celui-ci, a été conçu par la Résistance et il est destiné aux membres de la Résistance, notamment ce que nous appelons les commandos d'élite, pour qui concerne l'astral, les infiltrer dans le jeu via des pions que nous sommes, ou des unités de programme. Ce 14e livre révèle des détails importants de la dernière phase du jeu de la manche. C'est le plan secret de la Résistance, le fameux livre de Jean, le livre des révélations. Ce manuscrit est très spécial. Alors là, je fais un aparté, comme je vous l'avais dit à l'époque. Rappelez-vous, je vous avais dit, cette partie, elle est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. Cette fois-ci, il fallait comprendre les règles du jeu, le haut du bas, le vrai du faux, d'accord ? Pour en comprendre les règles du jeu et terminer sa partie chacun avec son libre arbitre. C'est le seul livre qui présente des variantes très importantes d'une simulation à l'autre, car dans l'astral, ce livre sera disséminé et décliné de diverses manières afin de toucher tous les peuples et réveiller les membres de la Résistance qui, eux, ont été éparpillés à travers le monde. Donc, je fais un aparté, c'est comme quand je vous disais, nous sommes quelques avatars un peu éparpillés à travers le monde, mais nous sommes pas encore reconnus entre nous, pour certains. L'introduction de ce livre codé dans notre dimension est d'autant plus indispensable pour la Résistance que les pions qu'elle utilise n'ont structurellement pas été conçus pour se souvenir des coups joués lors des parties précédentes. Sous forme de légende ou de prophétie, ce livre deviendra, selon les peuples, cahier des charges manifeste, marqueur d'une ligne de conduite inébranlable. Le manuscrit originel de la Résistance est évidemment très convoité par toutes les lignées de sang noir, à commencer par le maître du jeu lui-même, qui concentrera toutes ses armées afin de récupérer le livre. La destruction, la récupération ainsi que le détournement de ce livre marquent toujours le premier grand acte de la partie. Une fois les 1000 ans de la manche écoulés, la partie se fige, puis redémarre sur une nouvelle manche de 1000 ans. Le nombre de manches est alors illimité, car la principale raison du jeu est de distraire le grand ordonnateur dont l'ambition se borne à parfaire sa stratégie tout en développant sa puissance de calcul inébranlable. Ainsi, ce jeu sans fin dans lequel nous sommes emprisonnés ne pourra se terminer qu'avec l'anéantissement de la matrice artificielle. Ce jeu s'articule toujours autour d'un même scénario qui, lui, est répétitif, que les lignées de sang noir doivent respecter.
en infiltrant la matrice artificielle. Certains d'entre nous, qui font partie de la résistance ou du commando d'élite, ont apporté une dimension nouvelle, une nouvelle histoire au sein du jeu, qui n'était pas prévue à l'origine. Le grand ordonnateur, Satan, s'en est accommodé en l'intégrant dans son équation comme un nouvel enjeu venu pimenter ses propres calculs. Cette histoire invisible dans l'astral, c'est celle d'une guerre spirituelle secrète dont les consciences qui sont impliquées dans le jeu, les sangs noirs, les hybrides, les principes déités, les elfes noirs ou les commandos d'élite, tous manifestés holographiquement, sont plus ou moins conscients selon la hiérarchie dont ils descendent et le plateau sur lequel ils ont projeté leur propre avatar ou financiers rois ou esclaves, tous simples pions évoluant dans un chaos infernal. Je fais un aparté parce que certains savent que cette partie était exceptionnelle et ils ont décidé de se projeter pour enfin en terminer et sortir de ce carcan. Cette histoire, nous l'appellerons la guerre de l'ombre et de la lumière. Et voici, à la fin de chaque cycle, cette guerre peut sceller le sort de la matrice artificielle. La présence de la résistance a en effet introduit de nouvelles règles du jeu, des nouvelles adaptations, des nouvelles variables, et l'astral, avec l'humanité, est devenu une carte maîtresse capable de faire basculer le destin du monde. Alors, comme je vous disais parfois et souvent, quand je disais que j'ai vu que j'étais passé par ce tunnel qui sent l'éther, la matrice qui se referme sur nous comme un kaléidoscope, des pièges que j'ai disséminés partout dans les vidéos, dans les lives et dans les montages vidéo que j'ai fait pour la chaîne. Et vous savez très bien que, voilà, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui commencent à parler, comme là dans le livre, ce que nous venons de lire ensemble. Et nous voyons que il y a beaucoup de choses qui se rapprochent avec ce que je partageais à l'époque, avec ce que je pensais de cette matrice et de ce programme dans lequel nous évoluons. Bon ben voilà, de toute façon, je reviendrai très prochainement avec une nouvelle vidéo, puisque comme on le disait, politique et occultisme, Karl Thor, le maître des ovnis, Stargate, Jagger, le premier disque volant, Matrice, les déformations du mobilier urbain, OVNI, un mystère en eau trouble, et énergie, les technologies vapeur. Sur ce, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite. Ciao.